Très bien. Eh Bah, ben super. bonjour à tous les gens qui continuent de nous rejoindre. J'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour la suite de notre cycle de conférences d'Albert Itallier quand les musiciens se font innovateurs. Nous l'accueillons aujourd'hui pour notre deuxième séance autour du projet. Et donc, c'est Dauphine Executive Education que je représente aujourd'hui, qui a le plaisir d'accueillir Albéric dans le cadre de sa mission pluridisciplinaire de formation en formation continue de l'université Paris-Dauphine PSL. Et je vous retrouverai à la fin pour les quelques questions. Nous sommes ensemble jusqu'à 14 heures. Albéric va donc continuer la deuxième partie. Nous allons le suivre en musique et je vous retrouverai à la fin. N'hésitez pas à vous poser vos questions dans le chat pendant la présentation. Nous les reprendrons. Coupez vos caméras et vos micros. On aura des vidéos donc pour vraiment profiter à fond de l'expérience visuelle et auditive. Voilà. Et ben, je laisse la parole à Albéric. Merci à tous et à tout à l'heure. Merci Christina. Bonjour à toutes et à tous. Bon appétit à celles et ceux qui profitent pour manger un sandwich sur le coin d'une table. Je crois que la réunion est enregistrée, hein. Elle, Oui, elle sera c'est le cas. également disponible en replay comme la première. Bien, donc effectivement, comme le disait Christina, séance numéro 2 de ce cycle de 3 conférences qui vise à revisiter les problématiques du management de l'innovation en prenant appui sur l'histoire d'artistes, de disques, et avec l'histoire de ces acteurs, eh bien, on peut comme ça mettre en exergue des problèmes clés qui se posent en matière d'innovation. Juste pour celles et ceux qui n'avaient pas eu l'occasion d'être là lors de la première séance, très vite, donc je suis en poste à l'Université Paris-Dauphine. J'enseigne essentiellement le management de l'innovation. Ça tombe bien, je suis enseignant-chercheur, donc je fais partie du laboratoire Dauphine Recherche en Management, équipe MLab. Ce que je vous raconte, en fait, est largement issu de deux ouvrages, un que j'ai publié en 2017-2020, Bonne vibration puis Nouvelle vibration. Dans chacun de ces ouvrages, je revisite 20 thèmes du management de l'innovation, c'est-à-dire à la fois des questions, des problèmes que se posent les managers en charge des projets d'innovation et pour lesquels des travaux de recherche ont été menés et donnent des résultats intéressants. Et avec ces 20 thèmes, on revisite également à peu près 50-60 ans d'histoire de la musique enregistrée. Ce cycle a commencé le 18 mai. Pour rappel, je vous propose d'aborder en fait les tensions qui se posent au cours du processus d'innovation. Et ce que j'ai essayé de vous montrer la semaine dernière, il y a 3 semaines, pardon, c'est que ces tensions, elles se jouent à différents niveaux. On a commencé par le niveau des organisations, hein. L'innovation perturbe les organisations parce qu'elle perturbe les manières de faire, les règles, les procédures, les choix stratégiques. Donc, on a abordé ces tensions entre l'innovation et l'organisation lors de la séance 1 le 18 mai. Aujourd'hui, on va descendre et on va arriver à un niveau d'analyse qui est celui des projets. L'innovation est une activité de type projet, mais des projets un petit peu particuliers qui nécessitent acceptation de l'incertitude, prise de risque, allocation de ressources. Et là aussi, donc, parfois, des points de blocage, des tensions peuvent se manifester. C'est ce que je vais vous proposer aujourd'hui en revenant sur l'histoire de différents disques. Et puis, pour innover, il faut des idées, il faut que certains acteurs portent des initiatives. On sera sur ce niveau des initiatives individuelles le 29 juin, à nouveau un mardi et à nouveau dans 3 semaines. Voilà. Donc, innovation et projet, séance numéro 2. Alors, pour démarrer, on peut finalement se poser une question qui peut paraître un petit peu bizarre, hein. Est-ce que les organisations sont faites pour héberger des projets d'innovation? Les organisations, on le sait, ce sont des collectifs qui permettent de donner de la cohérence à l'action collective.
On sait bien qu'une organisation a besoin d'objectifs, au moins dans la durée, hein. C'est d'ailleurs une des missions de la stratégie, de fixer des objectifs à atteindre sur le moyen terme, le long terme. Une organisation a besoin d'un minimum de discipline, hein. Si j'avais décidé moi-même de ne pas commencer à 13h30, à 12h30, mais de démarrer plus tard, je pense que ça aurait embêté Christina. Donc on a besoin d'un minimum de discipline, de la coordination. Dans les organisations à partir d'une certaine taille, on doit se spécialiser. Je viens de perdre mon partage d'écran. Non, vous l'avez toujours, Oui, non, Christina. non, on Ah voit bah voilà, votre écran. j'ai une petite peur. Tout d'un coup, je ne sais pas ce qui s'est passé. À partir d'une certaine taille, donc dans les organisations, on se spécialise par service, par département, ce qui nécessite des procédures de contrôle pour être sûr que chacun fait à peu près ce qu'il est censé faire. On doit standardiser les pratiques. On a besoin de règles. Une organisation, elle cherche à s'améliorer, à faire toujours mieux de la même chose, on cherche à réduire l'incertitude. Finalement, les organisations sont assez à l'aise pour exploiter des technologies, exploiter des produits, exploiter des marchés. Mais un projet d'innovation, lui, eh bien, il nécessite souvent qu'on accepte au moins pour atteindre des objectifs flous qui vont changer. On doit accepter aussi un minimum de désordre pour permettre aux acteurs de penser différemment, de sortir du cadre. Il faut remettre en cause les règles, il faut générer des idées nouvelles, donc il faut être créatif. La créativité, elle suppose aussi qu'on accepte une certaine part d'autonomie chez les acteurs, une prise de risque, une prise d'initiative. On doit accepter l'incertitude. Un projet d'innovation nous situe dans une logique qui est celle de l'exploration. Et cette logique de l'exploration, elle vient un petit peu heurter celle de l'exploitation qui est plus coutumière pour les organisations. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que les organisations, naturellement, ne sont pas forcément faites pour émerger des projets d'innovation, pour émerger des projets d'innovation, et pourtant, certaines parviennent à le faire, mais au prix parfois de la mise en place de pratiques de management un petit peu atypiques, et notamment au niveau des projets. Le projet d'innovation, pour bien cerner ces caractéristiques, je vous propose un détour par un premier album, un premier disque. Vous allez voir, on va voir toujours un voyage dans le temps et l'espace. Et là, on va revenir à la fin des années 80 avec un artiste que tout le monde connaît, hein, Prince. Et vous allez voir que cette genèse de cet album qui s'appelle Sign of the Times est très intéressante pour bien cerner les particularités du projet d'innovation et la nécessité de développer au cours des projets d'innovation une capacité d'adaptation. Alors, Prince, star mondiale, disparu il y a quelques années. Une star mondiale qui commence à se faire connaître par le grand public au tout début des années 80 avec un album qui s'appelle 1999. Prince deviendra une star mondiale en 1984 avec l'album Purple Rain qui sera vendu à 13 millions d'exemplaires, qui contiendra un certain nombre de grands succès dans les hit parades, notamment avec la chanson qui a donné son titre à l'album. Prince est un artiste insatiable qui veut toujours aller de l'avant, qui passe énormément de temps en studio avec ses musiciens. Et dans la décennie 80, comme le montrent ses dates, il se révèle particulièrement productif. 1904, un an après le succès de Purple Rain, déjà un nouvel album, Around the World in a Day, qui suscitera un petit peu la perplexité de certains de ses fans parce qu'il se tournera vers d'autres styles musicaux. 1986, Parade. 1987, l'album qui va nous intéresser aujourd'hui, qui est l'album Sign of the Times. Derrière tous ces disques, un artiste, Prince, mais un groupe, une équipe de musiciens qui constitue, si vous voulez, un petit peu une équipe projet, des musiciens particulièrement aguerris, compétents, qui suivent Prince depuis ses débuts et qui lui donnent toute l'assise pour pouvoir exercer son talent à la fois sur disque et sur scène, hein. Ces albums-là sont d'ailleurs signés sous le nom de Prince and the Revolution. Et The Revolution, c'est donc le groupe de musiciens qui suit la star quasiment depuis ses débuts. Je vais revenir sur l'album Sign of the Times parce que c'est un album qui est considéré par bon nombre de fans et par une grande part de la critique, même si on n'est pas forcément obligé de partager, mais c'est souvent considéré comme son chef-d'œuvre.
En tout cas, c'est vraiment un sommet dans sa discographie. C'est un résultat qui va être encensé par la critique et comme le montrent ces extraits de critiques de l'époque, les critiques ont souvent mis en avant la maturité du musicien, sa capacité de proposer une musique qui est totalement cohérente avec les évolutions, les dérives de son époque. Vous savez, il y a ce mythe toujours de l'artiste qui arriverait à l'âge de la maturité. En tout cas, un artiste aux ambitions nouvelles, qui a des textes plus forts, plus engagés, et qui n'hésite pas à évoquer des sujets durs, sensibles, les ravages du sida, les ravages des drogues, les guerres de gangs dans ses morceaux, ce qui est assez nouveau pour lui. Un discours politique que certains comparent d'ailleurs au discours que pouvait avoir Marvin Gaye au début des années 70 avec cet album What's Going On que nous avions étudié lors de la première séance. La référence à cet album de Marvin Gaye est faite par plusieurs critiques. Euh, et derrière, vous voyez, une critique qui va finalement considérer ce disque comme un concept album, c'est-à-dire une collection de chansons qui forment un tout, d'une grande cohérence, et qui montre là une volonté artistique de l'artiste. Là, vous avez le résultat. Vous avez une innovation, quelque chose de nouveau qui arrive sur le marché, un nouveau disque. Vous avez une innovation et là, avec ces commentaires forts et élogieux, on discute le résultat. La question qu'on pourrait se poser, c'est comment on arrive à ce résultat? Quel est le processus suivi par l'équipe projet pour arriver à ce résultat? Et quand on prend soin de regarder comment est né cet album-là, on se rend compte en fait que c'est un parcours particulièrement sinueux, difficile, parfois fait d'impasses, de virages à prendre, et que ce processus finalement, il a été assez mouvementé. Cette idée d'un nouvel album est née chez Prince à la fin de l'année 1985, hein, à peine l'album précédent sorti, Prince commence à retravailler, à composer, à réaliser beaucoup de séances de répétition avec son groupe, avec son équipe. On est en décembre 85, ça se passe très 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 bien. Prince est particulièrement content des sessions et il donne beaucoup de place à ses musiciens, notamment à deux musiciennes qui formeront d'ailleurs un duo après sous le nom de Wendy et Lisa, Lisa Coleman et Wendy Melvoin. Et ces deux artistes, Prince leur offre beaucoup de place. Elles composent plusieurs morceaux, elles coécrivent des textes avec Prince. Ça se passe tellement bien que Prince envisage dès le mois d'avril 86 eh bien, de publier un album qui s'appellerait Dream Factory. Le titre est décidé et qui serait un double album. Bien. Mais les contraintes reprennent le dessus, l'agenda, le producteur, le tourneur de Prince, tous ces gens-là lui imposent de partir en tournée. Dès le mois de juillet 86, donc Prince, accompagné de son groupe, part en tournée. Et comme Prince, c'est quelqu'un qui ne veut absolument pas se répéter, Prince envisage une tournée assez ambitieuse dans laquelle il serait accompagné par un groupe beaucoup plus large. Et donc, cette tournée va être l'occasion pour lui d'accueillir de nouveaux musiciens, ce qui va doubler en fait à peu près la taille, la taille de son groupe. Cette tournée est un succès public, pourtant dans les coulisses, ça ne se passe pas forcément très bien. Cette arrivée de nouveaux musiciens n'est pas forcément très bien vécue par le groupe d'origine. On a des problèmes de greffe voilà, qui se développent. Et ces tensions-là amènent Prince à une décision assez radicale. Il va dissoudre son groupe, The Revolution, pour pouvoir poursuivre et constatant finalement les tensions devenues très vives avec ses collaborateurs de la première heure, il décide de se séparer de ses collaborateurs et le groupe est dissous dans le dernier trimestre de l'année 86. Et à partir de là, Prince se retrouve un peu avec les bandes enregistrées déjà dans le cadre du projet Dream Factory. Et il se met en tête de reprendre ses bandes, de réenregistrer un certain nombre de morceaux et de les publier sous le nom d'une chanteuse, sous un pseudonyme, celui de Camille. Et il pousse sa logique artistique jusqu'au bout en ayant l'idée d'enregistrer sa voix et en accéléré pour laisser penser qu'il s'agit d'une chanteuse qui interprète les morceaux.
Il va travailler sur ce projet Camille pendant quelques temps, pendant quelques semaines. Ce travail en solo suscite quand même beaucoup de perplexité, à la fois chez son producteur, mais également dans la maison de disques, qui voit assez peu l'intérêt de publier un album sous le nom d'une artiste que personne ne connaît. Et on lui impose donc de stopper à nouveau le projet. Prince repart en studio et il compose à nouveau de nouveaux morceaux. Et cette fois-ci, c'est un triple album qu'il envisage, hein, qui s'appellerait Crystal Ball, un triple album et qu'il propose à nouveau à sa maison de disques. On est à la fin 86, début 87, ce qui pose aussi beaucoup de problèmes aux décisionnaires de la Warner, sa maison de disques, parce que les triple albums ont souvent un potentiel commercial un peu plus faible. Donc le projet est rejeté. Le projet est rejeté par la direction de Warner, ce qui va amener et on demande à Prince de revoir sa copie. Prince va alors chercher à supprimer plusieurs morceaux du projet précédent. Il reprend un morceau parmi d'autres, entre guillemets, hein, qui avait déjà été enregistré dans Crystal Ball. Ce morceau s'appelle Sign of the Times. Et il va en faire un petit peu le, le pivot de sa nouvelle proposition. Le projet Sign of the Times, projet cette fois-ci d'un album plus court, double album. Ce travail en solo va à nouveau être l'occasion d'échanges assez difficiles avec la direction de la maison de disques. La maison de disques qui va même imposer à Prince qu'il écrive un ou deux morceaux supplémentaires jugés entre guillemets plus à potentiel, pouvant être sortis en single. Prince accepte la critique, accepte le travail supplémentaire et va composer et réenregistrer ces morceaux, ce qui au final fait que le projet sera accepté par la Warner et l'album sera publié en mars 87. Cette histoire assez mouvementée que je viens de vous relater de manière un petit peu accélérée, oui, elle vous montre bien d'abord ce qu'est un projet d'innovation. D'un côté, en fait, des idées nouvelles, des réalisations intermédiaires, ça c'est tout le côté gauche de mon tableau, et puis de l'autre côté, des ressources auxquelles on a accès ou pas, et des décisions qui sont prises par toutes les parties prenantes, par tous les intervenants au projet, décisions qui emmènent le projet dans une direction ou dans une autre. Et typiquement, ce projet lancé en décembre 85 a abouti à un résultat, mars 87, que personne n'avait en tête, que personne n'était capable au départ de définir avec précision, et même Prince. Ce processus, vous voyez, il a amené un certain nombre d'acteurs à avoir un rôle dans les directions à prendre. Et je trouve que ça nous dit beaucoup de ce qu'est un projet d'innovation. Hein, c'est sur la base d'une ambition initiale, eh bien, finalement, développer un certain nombre d'actifs et des compétences en cours de projet, accepter parfois les allers-retours, accepter les déviations, pivoter, accepter l'intervention d'un certain nombre d'acteurs, se priver parfois de tel ou tel intervenant pour arriver à un résultat qui va être le résultat d'une construction comme ça, très, très, très progressive. Et donc, vous voyez, ce projet, il nous montre bien, d'ailleurs, je trouve, les caractéristiques et les questions posées par le processus d'innovation. On voit tout d'abord que pour innover, vous voyez, l'innovation, c'est l'art d'intéresser. Il faut intéresser des décisionnaires, il faut intéresser des apporteurs de ressources, il faut intéresser des partenaires, des collègues. Mais pour intéresser, il faut s'adapter. Ce n'est qu'au prix de plusieurs adaptations, et majeures hein, pour certaines d'entre elles, que l'initiateur du projet, ici l'artiste, est arrivé à ses fins. Ce que nous montre aussi cet exemple, c'est qu'un projet d'innovation, il implique à la fois engagement et divergence. Engagement, engagement de l'artiste, engagement d'une équipe, engagement de ressources. Pendant ces quasiment 3 années, un certain nombre de ressources ont été engagées, prise de risque, mais aussi des divergences. Divergences de point de vue, divergences dans les directions à prendre, divergences dans l'évaluation que l'on fait hein, des résultats intermédiaires.
Et ce que nous montre aussi cet exemple, c'est qu'un projet d'innovation, il est à la fois réformable, déformable et reformable. Il est réformable au sens quasi militaire de la réforme. Le projet Camille a été abandonné. Le projet Crystal Ball a été abandonné en cours de route. Un projet d'innovation, il est aussi déformable. On voit bien que l'abandon d'un projet n'est jamais complètement total, mais a ensuite, vous voyez, une incidence sur la suite. On récupère des choses, on les enrichit, on les complète. Tout cela progressivement permet finalement de donner forme à quelque chose. Un projet d'innovation, il est aussi reformable. On sait bien que certains projets abandonnés, faute de ressources, suite à des problèmes de calendrier, suite à des décisions prises, un projet abandonné pour un temps peut parfois rejaillir par la suite quand le contexte est vu comme plus favorable. Et d'ailleurs, c'est ce qui arrivera à Prince, puisque plusieurs années plus tard, eh bien, on verra revenir notamment le projet Crystal Ball qui fera l'objet finalement d'une édition et qui sera commercialisée. Projet d'innovation réformable, déformable et reformable. Voilà ce premier exemple que je voulais prendre avec vous pour bien cerner la nature particulière du projet d'innovation. On est dans des optiques de projet, on a des objectifs, on a des ressources, on a des calendriers. La différence entre un projet d'innovation et un projet, j'ai envie de dire, classique, c'est que dans un projet classique, souvent, les objectifs sont définis, on a des cahiers des charges, on a des résultats précis à atteindre, alors que tout cela se construit progressivement dans le cadre d'un projet d'innovation au prix parfois d'adaptations particulièrement importantes. Voilà pour le premier exemple que je voulais prendre avec vous. Je ne sais pas, Christina, si de votre côté, vous avez quelques remarques, quelques questions qui sont déjà arrivées dans les forums. Je ne l'ai pas sous les yeux. Je ne les ai pas sous les yeux. Pas encore, on n'a pas encore de questions. Les gens continuent à arriver, mais pour l'instant, tout est très clair aussi en ce qui me concerne. Eh ben, très bien, je vous remercie. Alors, maintenant qu'on a vu ensemble finalement les caractéristiques d'un projet d'innovation, on va pouvoir aborder un certain nombre de facteurs clés de succès. Le premier point que je voudrais aborder, je voudrais revenir sur cette question de la déviance qu'on avait abordée lors de la première session. Innover, c'est toujours à un moment donné réussir à faire quelque chose qui est déviant, qui est anormal, qui dévie par rapport à ce que l'on pense savoir faire. Comment quelque chose de déviant va finir par s'imposer. Et il y a de la déviance dans les projets, comme va nous montrer cet exemple de cet album Live à The Apollo qu'on doit à James Brown. On va être encore un petit peu plus loin dans le temps, puisqu'on va être ici au début des années 60, ce qui va nous montrer une forme de déviance. Un projet d'innovation, c'est parfois un projet qui nécessite que l'on revisite les manières de faire des affaires dans notre secteur. Ça impose parfois d'imaginer de nouveaux business models. C'est ce que James Brown, finalement, a réussi à imposer à ses décisionnaires avec cet album. Alors, l'histoire de James Brown, elle est intimement liée à l'histoire de sa maison de disques, King Records. King Records, au début des années 60, c'est une maison de disques qui est spécialisée dans la commercialisation plutôt de singles de 45 tours. Et King Records publie des œuvres enregistrées par des artistes noirs au début des années 60 aux États-Unis. On a un cloisonnement très fort entre la musique noire d'un côté et la musique blanche, avec des stations radio, des hit parades, des revues qui sont clairement différenciées. Bien. Et King Records fait partie de ces maisons de disques qui vendent des 45 tours publiés par des artistes noirs. Et James Brown, au début des années 60, est déjà un artiste qui est très connu. C'est un artiste qui vend beaucoup de singles, qui est très connu dès le début des années 60 par des 45 tours à très gros succès, qui entre dans les hit parades. Il est nettement moins connu pour ses albums. Il sort quelques albums qui sont souvent des compilations d'œuvres, de chansons déjà publiées. Et souvent, les albums de James Brown ne se vendent qu'à quelques milliers d'exemplaires, alors que ses singles connaissent des succès extrêmement importants. Alors James Brown, il a cette particularité qu'ont parfois les innovateurs, c'est un internel insatisfait, il remet toujours en cause ce qu'il fait, il veut toujours aller plus loin, il veut toujours atteindre de nouveaux sommets. Si James Brown est connu,
c'est aussi pour ses prestations scéniques, hein. Il est reconnu comme un performeur tout à fait extraordinaire et il se dit: «Si je veux être encore davantage connu, si je veux être, finalement une star capable de toucher tous les publics et pas uniquement le public noir, je dois m'appuyer sur mes points forts, je dois m'appuyer sur mes actifs et compétences clés, je dois m'appuyer sur mes performances scéniques qui sont reconnues, par le plus grand nombre». Alors on va commencer à écouter un petit peu de musique et surtout on va voir James Brown. Je vais vous montrer un extrait de concert du début de cette période-là, du début des années 60, pour qu'on prenne conscience de ce qu'était, James Brown. En espérant que je vais avoir le son. Christina, je veux bien la confirmation ou pas? Oui. Allez, on va quitter Mister Dynamite, le surnom de James Brown. Je m'excuse pour avoir coupé, cette séquence s'il y a des fans de James Brown. Bon, on voit on voit tout le talent de James Brown qui inspirera d'ailleurs beaucoup, beaucoup, beaucoup Prince, dont je viens de parler, mais aussi Michael Jackson. Michael Jackson et Prince ne se sont jamais cachés, ont beaucoup, beaucoup puisé, hein, à la fois dans le répertoire, mais dans toute la gestuelle, et les danses de James Brown. Et donc James Bond se dit: «Voilà, moi je suis connu pour mes performances, scéniques, incroyables et je vais, finalement proposer un disque qui serait le reflet de ces concerts qui suscitent souvent l'hystérie des foules», hein. On entendait le public derrière. Et donc il propose, au patron de King Records, Sidney Tintin, il lui propose un disque qui serait l'enregistrement d'un concert qui avec l'ambiance, avec le cri des publics, toute l'énergie, hein, de la musique de James Bond sur scène. Cette proposition qui vient de James Bond, elle pose beaucoup de problèmes à Sidney Nathan parce que pour plusieurs raisons. D'abord, ça n'existe pas l'album live à l'époque. Aujourd'hui, beaucoup de groupes, hein, ou en tout cas dans les années 80-90, c'était un point de passage obligé. Beaucoup de groupes publiaient des albums live, des enregistrements en concert. Ça n'existe pas véritablement au début des années 60 et Sidney Nathan se dit: «Mais finalement, si je lance un album comme ça, déjà que les albums de James Bond se vendent pas beaucoup, finalement, un album qui serait l'enregistrement d'un concert risquerait d'avoir des niveaux de vente très décevants». Premier problème. Le 2e problème, il se dit: «Moi finalement, j'ai vocation à publier des singles et c'est pour ça James Bond marche. Donc est-ce que j'aurais intérêt à engager des ressources dans la production d'un album?» 2e problème. Et 3e problème, Sidney Nathan se dit même: «Mais finalement, si les gens peuvent écouter James Bond chez eux sur disque, est-ce qu'ils vont continuer à aller en concert? Et est-ce que finalement, ça ne va pas faire un tort à la carrière de James Bond?» Donc vous voyez, ce projet initié par James Bond, il pose beaucoup de problèmes à la direction et la direction refuse. Sidney Nathan refuse de soutenir le projet et il y a pas mal d'échanges, des réunions très, 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 très difficiles, mais Sidney Nathan ne change pas d'avis. Alors James Brown, finalement, lui, décide de lui-même d'engager des ressources
et d'enregistrer lui-même des concerts. Donc il va réserver lui-même une salle très connue à l'Apollo Theater de New York. Pendant une semaine, il va embaucher des équipes, des techniciens, le matériel, etc. Et il va enregistrer plusieurs concerts qu'il tient donc dans cette salle. Avec ses collaborateurs proches, il retravaille les bandes, il sélectionne les meilleurs passages et il revient voir Sidney Nathan en lui disant, voilà, l'album est terminé, je l'ai financé moi-même, je l'ai fait enregistrer moi-même et voilà ce que ça donne. Sidney Nathan est toujours très perplexe. James Brown le menace d'arrêter sa carrière, de rompre le contrat. Finalement, Sidney Nathan décide de publier le disque qui va s'intituler Live at the Apollo avec un effort commercial très réduit. Et cet album-là va connaître un succès incroyable. Il va rester 66 semaines dans le hit parade Billboard 200 des albums aux États-Unis. Il atteindra à un moment donné la deuxième place, hit parade généraliste. Hein. Il est aujourd'hui considéré comme la critique par un album essentiel à la fois dans la carrière de James Brown, mais dans toute l'histoire de la soul, du funk. 24e place dans le classement des 500 plus grands albums de Rolling Stone, classé par la Bibliothèque du Congrès en registre national des enregistrements, et considéré par beaucoup comme peut-être le plus grand disque live jamais enregistré. Là, vous êtes typiquement dans un projet déviant, et sa déviance vient de la particularité de ce projet qui conteste un petit peu les manières de faire, l'histoire de ce que faisait jusqu'alors l'entreprise, son modèle d'affaires, etc. Un projet déviant qui a fini par s'imposer. Et finalement, je pense qu'on peut en tirer 4 leçons relatives au projet d'innovation. D'abord, qu'on trouve toujours des motifs pour refuser les idées nouvelles. Oui. Finalement, pendant très longtemps, ce projet a été refusé et on allait chercher dans les succès passés, dans les manières de faire qui avaient fait leurs preuves, des motifs pour refuser l'idée jugée finalement un peu trop déviante. Mais dans le même temps, cet exemple, il nous montre qu'on trouve souvent dans les organisations des comportements entre guillemets semi-clandestins. C'est-à-dire que vous avez des individus, ici James Brown, qui ne se contentent pas de faire ce qu'ils sont censés faire, mais qui sont des forces de proposition, qui imaginent des choses et qui, finalement, de manière un peu clandestine, engagent du temps, engagent des ressources pour développer des propositions, des prototypes. Et en cela, ils se comportent comme des entrepreneurs en étant toujours salariés de l'organisation. Ils se comportent comme des intrapreneurs, des entrepreneurs internes. Et James Brown ici se comporte comme un intrapreneur. C'est-à-dire qu'il est toujours salarié de la maison de disques, mais il n'hésite pas à engager ses propres ressources et du temps et de l'énergie et à prendre des risques personnels pour voir son idée, son projet être finalement accepté. Et là, vous êtes typiquement en présence d'un projet très bottom-up, hein, qui naît d'initiatives individuelles portées par des individus qui n'hésitent pas à développer des projets en engageant des ressources et qui finissent ces projets par être acceptés par le top management. Ce top management qui, on voit bien le défi, hein, doit à la fois donner de la cohérence à l'action collective, et ça nécessite que l'on fixe les priorités, qu'on énonce une stratégie, que l'on alloue des ressources en fonction de cette stratégie, que l'on mette en place des processus très top-down, et en même temps donner de la place, donner une chance à des projets qui viennent de la base, des projets très bottom-up, des projets initialement déviants, mais qui peuvent se montrer extrêmement intéressants, comme l'a été le projet de James Brown ici. Je pense que plusieurs d'entre vous, hein, font le lien avec voilà, ces dispositifs d'entrepreneuriat, hein, qui sont très, j'ai envie de dire, à la mode depuis quelques années, mais le terme n'est pas très bon parce qu'il pourrait être jugé un peu péjoratif. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui, hein, se posent ces questions-là. Est-ce qu'on peut compléter, hein, finalement nos process très bottom-up par des approches plus bottom-up qui laissent de la place aux initiatives portées par des acteurs, même si ces initiatives sont un petit peu déviantes, ce qui nécessite d'organiser ces processus d'entrepreneuriat, hein, souvent en 3 phases. Comment faire en sorte que les gens génèrent des idées, fassent des propositions, comment ensuite on les retient,
hein. Tous les entrepreneurs n'ont pas forcément la possibilité, la volonté, hein, d'engager leurs propres ressources. Donc, comment je sélectionne ces projets qui viennent de la base, par des comités dédiés, par des dispositifs de financement particuliers. Et ensuite, comment ces projets-là vont se voir réappropriés par la structure, hein. Il y a bien à un moment donné une réappropriation par la maison de disques, hein. Le projet de James Bond, à la fin, est légitimé, accepté par la direction, qui en fait un projet officiel, hein. Et cette étape de développement nécessite elle aussi des dispositifs de type cellules d'accompagnement, voire des pratiques d'essaimage. Si certains d'entre vous qui m'écoutaient avaient participé ou étaient à l'origine de dispositifs d'entrepreneuriat, hein, vous savez que c'est pas forcément très facile parce qu'il faut à la fois encourager les initiatives individuelles. Pour cela, c'est bien aussi que la direction s'engage. Il faut souvent mettre en place des marques de reconnaissance pour inciter à la prise de risque, à la prise d'initiative. Il faut mettre en place des procédures qui permettent que les apporteurs d'idées puissent faire des propositions directement aux décisionnaires pour pouvoir décider vite et bien. Et derrière, la mise en place de systèmes de motivation des décisionnaires. Ces dispositifs d'entrepreneuriat qui se développent beaucoup depuis quelques années, on en voit déjà ici euh, un exemple avec le cas de James Bond. Thème 3, tiens, une petite erreur sur ma diapo, c'est le troisième thème. Mais peut-être que Christina, vous avez des remarques, des questions. Pas de remarques dans le chat. Moi, je me faisais juste la réflexion que les bons filons, ah bah il y a une question qui va arriver, mais moi je me faisais juste la réflexion que certains thèmes se retrouvent et que le live qui est apparu là avec James Brown a ensuite perduré, mais sous plusieurs formes, jusqu'à être la commercialisation des MTV Unplugged dans les années 90. Donc j'ai l'impression que l'innovation, elle est transformée, elle est, comme vous disiez, elle est reformable, réformable, déformable, et on la recycle, on améliore, on ajoute toujours quelque chose, mais finalement, ça continue. Absolument. D'ailleurs, là, on est aux origines de l'album live, Hmm. hein, avec un individu qui est un peu pionnier, hein, qui sent le potentiel, malgré les réticences de sa direction. Et ensuite, effectivement, ce succès du pionnier va inspirer tout un tas de suiveurs astucieux qui reprendront ce concept du live qui va devenir très très populaire, hein, dans les années 70-80, dans certains courants du rock notamment. Un groupe qui se respecte était un groupe qui devait publier un album live. On verra même Mhm. certains groupes, certains artistes faire de faux live, hein, c'est-à-dire reprendre les bandes et retravailler les bandes en studio. Et puis effectivement des déclinaisons, le MTV Unplugged étant effectivement une déclinaison, une ramification de ce concept qui est né au début des années 60. Vous me disiez, Christina, vous aviez une question. Je vous pose Oui, des questions parce que moi, je suis en plein écran total. Et donc, oui, pendant que j'ai commencé à parler, quelqu'un, Fali, nous pose la question, comment juger, a priori, la pertinence de projets innovants qui, par définition, sortent du cadre des activités de l'entreprise? alors effectivement, ça, c'est extrêmement difficile. Je peux pointer la difficulté. Après, trouver la solution, c'est autre chose. En tout cas, déjà, on voit les erreurs. On voit les erreurs que l'on fait souvent, c'est-à-dire on va utiliser les critères traditionnels pour évaluer le projet. Un projet déviant, un projet radicalement nouveau, finalement, ça peut être un projet qui est assez peu intéressant au regard des critères que l'on utilise jusqu'alors. Il y a bien cette idée-là, hein. Chez King Records, on se dit, James Bond, il n'a jamais vendu beaucoup d'albums, pourquoi ça marcherait? Jamais personne n'a sorti de live avec succès, pourquoi ça marcherait, etc. Donc, derrière un projet radicalement nouveau, il faut souvent essayer de mettre de côté un petit peu les critères traditionnels, parce que les critères traditionnels, souvent, ils nous emmènent plutôt dans la recherche du statu quo et dans l'abandon des projets un peu déviants. Mais ça nécessite aussi d'accepter une part d'incertitude euh, euh, et une prise de risque. Ok. On enchaîne? On enchaîne. Alors, on vient de voir un projet déviant qui, finalement, arrive à obtenir une reconnaissance et être au sein de l'organisation, à être accepté. Le projet, c'est aussi le lieu où évoluent un certain nombre d'acteurs, les membres de l'équipe projet,
qui peuvent être évidemment plus ou moins nombreux en vue de l'importance du projet. Et on sait bien que ce n'est pas toujours facile de fonctionner en mode projet, que dans le cadre d'un projet, on est amené parfois à travailler avec des gens qu'on ne connaît pas, qui viennent d'autres services, d'autres fonctions, d'autres départements, et que souvent, les tensions relatives à l'innovation que j'évoquais en début d'exposé, on va les retrouver en fait au sein même de l'équipe projet. Hein. Il n'est pas rare qu'on doive faire face à des conflits au sein des équipes projets. Et c'est cette thématique du conflit au sein de l'équipe que je vais aborder avec cet exemple-là d'un album qui va nous resituer dans les années 80, un album du groupe anglais des Police, et ce qui va vous permettre de voir que sous certaines conditions, eh bien, les conflits peuvent avoir un effet positif en fait, au sein des équipes projets. Quand on parle de projet, de management de projet, hein, on sait bien qu'on a une littérature extrêmement vaste, qu'on a des méthodes, on a des dispositifs, on a des logiciels de gestion de projet, on a des référentiels, hein, de gestion de projet, on a des démarches. Et on sait bien que les projets, généralement, on les pilote par rapport à un triple objectif, le fameux triangle qualité, coût, délai. Hein. Un projet est généralement piloté par des objectifs en termes de travail à accomplir, qualité du projet, de coûts à ne pas dépasser, respect des coûts, et de délai à tenir, également le respect des délais. Et toutes les dérives, hein, que l'on peut avoir, parfois par rapport à un cahier des charges, par rapport à des coûts, par rapport à des délais, toutes les dérives, on cherche plutôt à les réduire, hein, à les contrôler, parce qu'on on voit ces dérives comme évidemment des, des désagréments qui peuvent nuire finalement au travail. Et donc, on considère souvent que les conflits au sein de l'équipe ont un impact négatif, hein, parce que ça va avoir tendance à rallonger les délais, à faire de mauvais choix, à plus trop respecter ses engagements. Bon. Alors quand on parle de conflits, les conflits dans la musique et notamment dans le rock, hein, c'est aussi quelque chose, une thématique classique. Les conflits dans le rock sont très, très, très fréquents. Certains sont entrés dans la légende, mais la plupart des temps, les conflits dans le rock, bah, se traduisent aussi plutôt par des échecs. Je vous ai mis quelques exemples là. Pink Floyd, on sait bien que, assez vite, les relations entre Roger Waters et David Gilmour, les 2 principaux contributeurs, les relations ont commencé à se tendre et ça a sans doute nuit à la qualité de la discographie de Pink Floyd, et le départ de Roger Waters a été acté, et le groupe a essayé de continuer sans lui, ce qui a entraîné des poursuites juridiques, etc. On sait bien que le conflit entre les deux frères Gallagher du groupe Oasis, eux, ils ont rendu la carrière du groupe très mouvementée, et la carrière a explosé en plein vol suite à un énième, je vais y arriver, conflit. S'il y a des fans de métal et de hard rock parmi vous, voilà, le groupe Metallica a eu à un moment donné a dû faire face à de très vives tensions au sein du groupe, et ça a conduit le groupe à publier un album qui est considéré comme le plus mauvais de toute la discographie du groupe, même par les plus grands fans de Metallica, l'album Satanger. Donc oui, souvent les conflits, même dans le rock, on voit plutôt on voit plutôt les aspects négatifs, diminution de la qualité, voire abandon du projet, explosion du groupe. Moi, je vais vous parler d'un groupe que tout le monde connaît, hein, le groupe Police. C'est un groupe qui est assez intéressant. L'histoire de ce groupe est assez intéressante parce que c'est un groupe qui, quasiment dès le départ, a vu entre ses 3 membres des relations particulièrement tendues. Et pourtant, le résultat de cette équipe projet avec des individus qui ne s'aimaient pas forcément a été assez exceptionnel. On pense qu'on veut de la musique du groupe, mais en tout cas en termes de vente, hein, le groupe Police a été un vendeur énorme d'albums et de singles à la fin des années 70 et dans la première moitié des années 80. Des relations particulièrement tendues pour un résultat exceptionnel. Et comment on peut expliquer cette situation, et est-ce qu'elle est si surprenante que ça? Alors, pour aborder cette question-là, je vais me focaliser sur l'album Synchronicity du groupe Police, qui date de 83 et qui est le dernier album du groupe. Hein, le groupe se séparera après cet album. Avec cet album, le groupe atteint son apogée. Il produit une œuvre qui est encensée par la critique, par le public. Ça va être le plus grand succès de la carrière du groupe, et le single Every Breath You Take, qui sera issu de l'album, sera aussi le plus grand succès de la carrière du groupe. Euh, cette, euh,
Cet album, hein, il va se vendre dans des millions, plus de 16 millions d'exemplaires en vente cumulée. Hein, c'est le plus grand succès de l'histoire de ce groupe, du groupe. Et pourtant, derrière ce projet Synchronicity qui a atteint un résultat tout à fait extraordinaire, on a eu un processus particulièrement mouvementé et très difficile à gérer, à la fois pour les membres du groupe et leur entourage. Ce qui est assez intéressant avec ce projet, et c'est pour ça que je l'ai choisi, c'est qu'on a une littérature qui est assez fournie. D'abord, les 3 musiciens de Police ont publié leur mémoire et ont tous évoqué, évoqué ce projet-là. Donc, on peut combiner les points de vue. C'est assez intéressant. Et pas mal des personnes qui avaient travaillé à ce projet, producteurs, ingénieurs du son, ont plusieurs fois relaté ce qui s'était passé. Donc, on dispose d'informations assez riches, assez denses et assez fiables pour bien imaginer ce qui s'est passé. Le batteur Stewart Copeland du groupe Police dit par exemple dans ses mémoires au sujet de ce projet, c'était misérable, nous avons tous détesté ça, nous n'avons pas haï la musique, nous sommes tous restés fidèles à la musique, mais les conditions pour la produire ont été pénibles pour nous tous. Alors comment des relations comme ça, où à un moment donné, ils voulaient presque plus travailler ensemble, comment des relations tendues peuvent malgré tout être intéressantes dans le cadre d'un projet d'innovation? En quoi un conflit peut avoir des effets positifs? Alors, quand on pose cette question, la première chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut bien voir qu'il y a différents types de conflits. On peut relever en fait trois types de conflits. Il y a d'abord ce qu'on appelle les conflits relationnels. Les conflits relationnels, ce sont des incompatibilités personnelles, oui, donc des personnalités qui ne peuvent pas s'entendre, des opinions totalement divergentes, des convictions opposées, des centres d'intérêt qui n'ont rien à voir. Alors ça, ces conflits relationnels, tout le monde est à peu près d'accord pour dire que ces conflits ont des effets négatifs. Ça génère de la frustration, de l'irritation, des tensions, voire des frictions. Bon. Ensuite, on trouve des conflits de processus. Là, ce sont davantage des désaccords sur les manières de faire. Par quoi on devrait commencer? Comment on doit se répartir le travail? Qu'est-ce qu'on doit faire nous-mêmes? Qu'est-ce que l'on peut déléguer? Quelles sont les responsabilités? Quelles sont les zones de responsabilité de chacun? Ces conflits de processus peuvent avoir eux aussi des effets un petit peu négatifs sur les projets. Ils peuvent ralentir les projets d'innovation. Ils peuvent éloigner en fait les membres de l'équipe des objectifs à atteindre. Ces conflits de processus. Et puis enfin, on a des conflits cognitifs, qu'on appelle également des conflits de tâches, qui consistent davantage dans des désaccords sur ce que l'on doit faire, les aspects à privilégier, les orientations à donner. Alors, dans les projets d'innovation où on ne sait pas à l'avance où on va aller, rappelons-nous le cas de Prince, ces conflits cognitifs, ils peuvent être extrêmement fréquents en fait. Voyez. Chemin faisant, on peut changer d'avis sur ce que l'on devrait faire, sur les orientations à donner. Vous avez des, des cas extrêmement intéressants. Si vous regardez par exemple l'histoire de la montre Swatch en début de projet, c'est une montre doit être une montre de qualité, mais premier prix en plastique et en caoutchouc, que l'on va essayer de vendre à des prix très bas dans des zones géographiques où le pouvoir d'achat est très faible. Amérique latine, Inde et Afrique. Et à la fin du projet Swatch, c'est une montre tendance qu'on va vendre en Europe et aux États-Unis en jouant sur le segment de la mode. Oui. Ça veut dire que quand vous avez comme ça un décalage très fréquent entre l'idée de départ et la réalisation finale, eh bien, ce sont des situations qui sont propices au conflit cognitif, puisque en cours de route, en fonction de ce que l'on a déjà fait et des résultats intermédiaires, on n'a plus forcément en tête les mêmes orientations que l'on devrait prendre. Ces conflits cognitifs donc, se matérialisent dans des discussions animées, évidemment, entre les membres. Ça peut aboutir à des échanges tendus, ça peut aboutir au final à des conflits relationnels qui vont avoir des effets négatifs, mais ces conflits cognitifs, dans le cadre de projets d'innovation, s'ils restent voyez, relativement tenus, gérés, encadrés, peuvent avoir des effets extrêmement intéressants à mobiliser. À une double condition, il faut des profils et des pratiques. Donc la littérature en management, elle vous dit, voyez, si vous avez des profils adéquats et si vous avez les bonnes pratiques de management, alors vous pourrez tirer des effets positifs des conflits cognitifs qui se déroulent
dans les projets d'innovation. Et ce point-là, on peut tout à fait l'illustrer avec le cas du groupe police. Sur la question des profils, d'abord, ce que montre la recherche, c'est qu'il faut des individus au profil, au domaine d'expertise, aux expériences très variées. Il faut du background, mais il faut des expériences très variées. Il faut que les membres de l'équipe aient des expériences qui se soient déroulées dans des contextes très différents, ce qui va faciliter la recherche d'alternatives, la formulation de réponses innovantes à des problèmes rencontrés au cours du projet. Police est un trio, c'est Sting, qui vient du monde du jazz, qui est un bassiste du jazz, qui a une formation de jazzman assez pointue avant d'arriver dans le groupe. C'est Andy Summer, qui est un guitariste de studio qui a beaucoup joué avec pas mal de groupes dans les années 60-70 et qui a été confronté à tout un tas de styles musicaux. Et c'est Stewart Copeland, un musicien qui a beaucoup vécu en Égypte, au Liban, au Moyen-Orient, qui a été formé à la batterie avec des profs d'horizons extrêmement variés. Il a été très influencé par la musique africaine, par la musique moyen-orientale, par le reggae, et qui a joué dans des groupes dès les années 60 de musique de rock progressif. Donc, vous voyez, on a déjà des domaines d'expertise et des expériences extrêmement variées. Ensuite, il faut une capacité à improviser. Cette capacité à improviser, qu'on n'a pas uniquement en musique, on retrouve dans les organisations, c'est elle qui va permettre d'élaborer dans l'urgence et face à des choses qui n'étaient pas connues, des solutions innovantes. On innove beaucoup chemin faisant dans les projets d'innovation. Mais improviser, ça ne s'improvise pas, comme le montrent les jazzmen. Et là aussi, l'expérience des intervenants, toutes les connaissances, les compétences accumulées, la diversité, la richesse des situations vécues vont être vraiment extrêmement importantes pour développer cette capacité à improviser. Des profils. Et en soutien de ces profils, des pratiques. D'abord, pour que ces conflits cognitifs aient des effets positifs, d'abord, il faut quand même une ambition sur la nature du travail effectué, une vision. La vision ne va pas détailler exactement ce que l'on veut faire, mais la vision va traduire une ambition qui, si elle est partagée, va renforcer la cohésion et va motiver l'équipe. Ça va diminuer les conflits relationnels. Oui. Cette ambition, ça les membres du groupe police l'ont plusieurs fois dit, ils voulaient absolument devenir des stars, être les Beatles des années 80. C'est l'objectif qu'ils s'étaient fixé eux-mêmes, devenir les Beatles des années 80. Cette ambition, elle va permettre de clarifier les rôles au sein du groupe puisque ceci découle des objectifs. Puisque l'on veut atteindre ces objectifs, puisque l'on a cette ambition, alors répartissons-nous les rôles pour être le plus en mesure d'atteindre ces objectifs. Et ça peut diminuer des conflits de processus. Et puis, il faut une structure de pouvoir équilibrée, un leader fort, mais des membres de l'équipe projet, donc un leader fort, un chef projet, si vous voulez, mais des membres qui détiennent des prérogatives dans leur domaine de responsabilité. Donc, qui ont des zones où ils peuvent s'exprimer. Et ces membres participent aux décisions les plus importantes, n'hésitent pas à débattre, toujours en lien avec leur domaine de responsabilité. Et ça, c'est ce qui vient encadrer les conflits cognitifs. Je vous ai mis quelques propos tenus par les musiciens. Oui. Malgré les frictions internes, c'est Andy Summer qui le dit, Stewart et moi devions reconnaître en privé que sans le talent de compositeur-interprète de Sting, cela ne serait pas produit. C'est ce qui lui donnait du pouvoir sur nous deux. Voyez. Finalement, une structure de pouvoir qui est délivrée parce qu'on accepte le leader. Dans un groupe, c'est celui qui a les meilleures idées qui devient le leader. Dans notre groupe, s'il s'agissait de Sting, il était juste une incroyable pop star. Nous étions jaloux, nous étions envieux. Et en même temps, nous savions que c'était très bon pour nous. Voyez. Cette force de leader, elle vient renforcer, voyez, elle est au service de l'ambition. Ces conflits cognitifs sur les orientations à donner, voyez, eh bien, ils vont pouvoir être exploités, voyez, si voyez, le leader sait finalement exprimer son leadership et en même temps tirer profit de l'expertise de ses coéquipiers. Une structure de pouvoir équilibrée, c'est une structure de pouvoir où le leader prend ses responsabilités, assure son leadership, mais il sait, quand le moment est venu, de s'appuyer sur l'expertise de ses coéquipiers et de déléguer une part non négligeable du travail d'amélioration du projet, et là, pour ce qui est de la musique, des morceaux. Alors, je voudrais prendre
l'exemple de cette chanson que vous connaissez, Every Breath You Take. Every Breath You Take, c'est un morceau qui est amené, comme la plupart, hein, de Police, un morceau amené composé par Sting. Au départ, oui, Sting a l'idée de la mélodie, mais il arrive avec des arrangements au synthétiseur qui sont très très sommaires. On va l'écouter. On va écouter la maquette, si vous voulez. OK, donc ouais, vous avez une base de synthé avec les accords et cetera. Ce sont des accords très classiques, hein, d'ailleurs dans l'histoire de la pop music, voilà. Et donc voilà, Sting amène cette démo. Et pendant des semaines et des semaines, en fait, il ne trouve pas lui-même, en fait, finalement la partie de guitare, de basse, l'arrangement qui pourrait venir en soutien de cette mélodie. Et ce qui est intéressant dans ce morceau, c'est que là, pour le coup, il va vraiment agir comme un leader qui accepte enfin, qui tire profit de l'expertise de ses coéquipiers. Il va déléguer complètement. Il va déléguer à son guitariste, Andy Summer, ce travail de composer finalement la musique qui viendra en soutien de cette mélodie, hein. Il lui dit: «À toi de jouer, fais-le à ta manière, moi je n'y arrive pas». Et Andy Summer, hein, le dit, il dit: «Voilà, ce fut très difficile de faire en sorte que ça soit simple, mais puissamment efficace». À nouveau, on puise dans l'expérience, dans le vécu, voilà, dans les compétences. Andy Summer est un très, très grand, guitariste, hein. Bon, en même temps, Stewart Copeland est aussi un des plus grands batteurs de l'histoire. On a vraiment avec The Police un groupe, avec des compétences extrêmement pointues. Et Andy Summer, à l'époque, écoute beaucoup les 44 duos de violon de Béla Bartók. Et il est très inspiré par cette musique du violoniste hongrois, qui sont des morceaux de violon en staccato avec des structures très particulières. Je vais vous faire écouter un petit extrait de Béla Bartók. Oui, c'est du violon, c'est très particulier comme musique. Et Andy Summer s'est plongé dans l'œuvre de Béla Bartók et a beaucoup, beaucoup travaillé, étudié les duos pour violon de Béla Bartók. Et en fait, il l'a reconnu lui-même, hein, il va reprendre en fait, vous voyez, la structure et la manière de jouer de ces violonistes pour imaginer ce qui va devenir en fait la base musicale du morceau Every Breath You Take, que tout le monde connaît, mais je vais vous le faire écouter. J'ai isolé dans un premier temps la guitare d'Andy Summer, et vous allez voir à quel point la guitare, en fait, c'est elle qui fait le morceau, hein, qui a largement contribué au succès gigantesque de ce morceau. On va écouter la guitare isolée, et puis après, on va écouter le début du morceau, tel qu'il a été commercialisé. Voilà, enfin, vous connaissez ce morceau qui va être un succès énorme, puisque Every Breath You Take, c'est la première chanson après Yesterday des Beatles à avoir été diffusée plus d'1 million de fois
sur les ondes américaines. On atteindra les 9 millions en 2007. Et en fait, on considère encore aujourd'hui que entre un quart et un tiers des revenus d'édition de Sting proviennent uniquement de cette chanson. Voilà. Puisqu'il est, il a été enregistré comme le compositeur, ce qui d'ailleurs peut interroger parce que oui, quand on voit, hein, quand on s'intéresse à la jeunesse du morceau, on voit la contribution euh, extrêmement importante, décisive en fait du guitariste. En tout cas, voilà, vous voyez, ce qui peut expliquer finalement que dans certaines situations, un groupe avec des personnalités qui avaient vraiment quand même beaucoup de mal à travailler ensemble ont réussi à surmonter leur conflit relationnel pour arriver à une œuvre qui a connu un succès énorme. Voilà pour cette troisième. Je me rends compte qu'il est déjà 13h30. Alors, je ne sais pas, Christina, si vous avez des questions. Oui, il y a une remarque, une question. Brigitte, quand vous avez parlé des conflits, me demandait s'il fallait pas plutôt parler de confrontation plutôt que de conflit. Et plus tard, confirmer qu'en fait, à vous de lui répondre, si les conflits cognitifs sont des confrontations qui favorisent la construction. Et j'y couple une question à moi, c'est que je me demandais, est-ce que les différents types de conflits qui ont un impact négatif, selon le type de profil, mais ce type-là de conflit pourrait pas arriver au type de conflits cognitifs qui, eux, deviennent constructifs. Alors, plusieurs choses, en espérant avoir tout gardé en tête. Le terme de confrontation, oui, je l'accepte, sachant que la confrontation peut aboutir au conflit, en fait. Peut-être que le terme de conflit, il est adapté aux situations un petit peu extrêmes, et peut-être qu'il est un petit peu exagéré. Peut-être quand on arrive au stade du conflit, il est peut-être déjà un petit peu tard. En tout cas, une confrontation qui permet la construction, ça, c'est une définition du conflit cognitif qui me convient tout à fait. Et puis sur le dernier point, oui, alors bien sûr, il y a des liens. Alors là, j'ai simplifié pour aller à l'essentiel, le temps est limité, mais on a des liens entre les conflits. Alors notamment, quand les conflits cognitifs durs ne sont pas gérés, ne sont pas maîtrisés, ça peut ensuite donner des conflits de processus, voire des conflits relationnels. Voilà. Et donc, on a effectivement souvent, vous voyez, des liens entre ces types de conflits. Comme d'habitude, vous voyez, quand on crée des typologies, ici j'ai une typologie des conflits, on perd peut-être de vue qu'on a parfois des formes un petit peu intermédiaires, hybrides, et puis parfois des conflits qui peuvent être d'un certain type et basculer dans un autre type. Si on a un petit peu de temps après au niveau de la discussion finale, on pourra peut-être y revenir si vous avez le sentiment que je n'ai pas tout à fait répondu Bah, aux Brigitte dit questions. que merci, la confrontation est une richesse de la diversité des opinions. Oui, et notamment, oui, en fait, il y a cette phrase-là que j'aime bien d'une chercheuse américaine qui s'appelle Kathleen Eisenhardt, qui a beaucoup travaillé sur les projets d'innovation, et elle dit l'absence de conflit, alors elle utilise le terme de conflit, mais peut-être que l'anglais n'a pas finalement ce terme de confrontation. Peut-être que le français finalement est un petit peu plus riche, mais l'absence de conflit n'est pas l'harmonie, c'est l'apathie. Or, l'apathie ne donne pas forcément, vous voyez, de très bons résultats. Il faut quand même un peu d'émulation dans les projets Mhm. d'innovation. Ouais, ouais. Et Mais oui, oui, dites-moi, Christine. Non, justement, Olivier rebondissait. Je n'avais pas oublié votre question qui revenait à James Brown, mais qui fait le lien. Merci, Olivier. Qui demandait si, du coup, pour James Brown, c'était aussi un conflit parce que avant, il demandait quel était le facteur d'échec ou de réussite. Il disait que si James Brown avait quitté sa maison de disques, donc il y a eu des conflits, des confrontations. Finalement, il est resté et le projet a été un succès. Est-ce que la ténacité est un facteur et quel serait, est-ce qu'il y a des facteurs d'échec, de réussite? Et voilà, bon, enfin, ça mélange un peu Ouais. tout, mais je pense Alors, qu'il y mais a... ouais, absolument. Alors, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Alors, d'abord, James Bond, ça a conflit avec sa hiérarchie, ce qui est un petit peu Hmm. différent. Là, j'étais vraiment dans les confrontations. Je vais adopter ce terme. Les confrontations au sein de l'équipe. En revanche, dans le conflit entre James Bond et sa hiérarchie, il y a bien une dimension cognitive. C'est-à-dire que on n'est pas d'accord sur les orientations à prendre. Sur les orientations à prendre. Et derrière, il y a cette qualité qu'ont les innovateurs, je reprends une partie de la question, qui est l'obstination. C'est-à-dire que pour moi, la qualité première de l'innovateur n'est pas d'être un visionnaire. Ouais, Prince n'a pas la vision de Sign of the Times.
Cette vision, elle se construit chemin faisant. Et ce qui va apparaître à la fin comme un concept album à la cohérence globale est en fait une succession d'expérimentations, d'allers-retours, de choses qui ont échoué faute de soutien. Donc l'innovateur, sa qualité première n'est pas forcément d'être un visionnaire, ce qui n'empêche pas d'avoir de l'ambition, hein, mais c'est d'être un obstiné. Moi, je pense que la qualité première de tous les artistes qu'on voit, c'est que ce sont des obstinés. Ouais. Bah justement, on me demande, pour le manager de James Brown, comment distinguer l'entêtement borné de l'intuition et comment apprivoiser l'intuition par la raison? Alors, il y a eu sans doute de l'entêtement chez James Brown qui a mis dans la balance, ses menaces aussi. Hein. J'arrête ma carrière, etc. Mm. Les personnes qui étaient déjà là il y a 3 semaines, on avait ça chez Marvin Gaye. Hein. Marvin Gaye, devant le Tout refus à de sa fait. direction, qui dit, mais finalement, moi, si c'est ça, j'arrête ma carrière pour la motante. Bah oui, c'est ça, mais ça, c'est très, très difficile de répondre à ces questions, surtout en quelques minutes. Mais moi, je crois que l'entrepreneur ou l'innovateur, hein, enfin, l'entrepreneur et l'innovateur sont des gens qui ont des profils souvent assez proches. Leur force est aussi leur plus grande faiblesse. C'est-à-dire qu'ils ont cette conviction qu'ils vont réussir, qu'ils ont une idée qui mérite d'aller jusqu'au bout. Donc, ça leur donne le temps, l'énergie pour faire des choses. Et en même temps, c'est une grande faiblesse parce que l'entêtement n'est pas très loin. Et on sait bien que parfois, on est tellement convaincu qu'on a une idée extraordinaire qu'on ne reçoit pas les critiques, qu'on n'entend pas, hein, les réserves que peuvent émettre les autres. Donc, c'est très difficile effectivement à gérer ça. Moi, je pense qu'une manière de gérer ça, c'est peut-être de travailler sur le portefeuille des projets. Oui, tout à l'heure, je parlais exploration, exploitation. Il faut donner de la place à des projets déviants, risqués, des projets qui nous éloignent de ce que l'on a fait jusqu'alors, mais on ne peut pas faire que ça parce que c'est souvent prendre trop de risques. Et donc réussir via la gestion d'un portefeuille de projets, à combiner des projets d'exploitation qui peuvent paraître assez peu risqués pour un temps, avec des projets plus risqués, plus déviants, qui nous amènent à expérimenter et à explorer et à développer des connaissances avec moi. Moi, je pense aussi, oui, en travaillant sur le portefeuille des projets, qu'on peut résoudre ces questions-là. Et une dernière question avant d'enchaîner. Sandrine nous demande, est-ce qu'on peut dire que le conflit est positif dans l'innovation s'il y a confiance dans la capacité à créer, confiance dans les autres et reconnaissance des expertises de chacun? Pour revenir sur Ah oui, oui, le oui, oui. succès de Oui. Police, je pense que oui. Oui, absolument. Il y avait une très grande confiance et surtout un très grand respect, mais Mm. il y a des compétences en fait extrêmement fortes. C'est-à-dire, bon, je suis allé très vite, mais ce sont des musiciens. Enfin, je sais pas, moi, il y a peut-être des guitares parmi les gens qui m'écoutent. Il y a peut-être des guitaristes. Voilà, beaucoup de guitaristes se sont cassés les doigts sur les morceaux de Police et notamment sur l'introduction des Ruby of Yotek. C'est assez difficile à jouer, me semble-t-il. Stewart Copeland, il y a peut-être des batteurs qui m'écoutent. Stewart Copeland, c'est un des plus grands batteurs qui a un style. Alors pas tellement dans cette chanson-là d'ailleurs. Il y a eu un conflit, il y a eu un conflit entre Sting et Stewart Copeland sur l'enregistrement de la batterie, puisque Sting voulait, et je pense qu'il avait raison sur ce coup-là, il voulait quelque chose de très épuré, de très simple, pour venir contrebalancer un petit peu la richesse de la guitare, alors que Stewart Copeland, étant un batteur extraordinaire, voulait en rajouter. Donc il y a eu des très très grands conflits, mais oui, Stewart Copeland est un des plus grands batteurs de ces 50 dernières années, notamment parce il a un style extrêmement particulier, très, très reconnaissable. Donc oui, l'expertise, le parcours, ça a créé de la confiance et c'est le 5e album du groupe. Donc il y a aussi la confiance qu'on a parce qu'on avait déjà 4 albums qui avaient déjà eu des succès. Bon. OK. Très bien. Il C'est est bien. 40. Ouais, Oui, alors on a dépassé un petit peu le timing, mais c'est pour la bonne cause puisque c'est pour répondre à des questions. Donc oui, oui, tout à fait. je vais Un essayer en petit 15 quart minutes. d'heure? Voilà, Parfait. en 15 minutes, puis on aura 5 minutes de questions. Moi je suis prêt à mordre un petit peu, hein, si certains d'entre vous veulent rester, je sais que c'est pas facile. Le projet, donc, c'est une question d'équipe, mais c'est aussi une question de contexte. Et c'est aussi, vous voyez, la réussite d'un projet, elle va être aussi liée aux liens qu'on va pouvoir tisser, certes dans l'entreprise, mais même au-delà des frontières de l'entreprise. Et je voudrais aborder cette thématique des liens entre le projet et le territoire avec un quatrième exemple qui va nous amener sur un autre style de musique. On va revenir dans les années 90 avec ce qu'on a appelé le trip-hop et ça va nous permettre de voir un petit peu l'ancrage territorial des projets d'innovation. Alors la musique, c'est une question. La musique, hein, c'est affaire de territoire. Hein,
on le sait, le jazz est né à la Nouvelle-Orléans, la techno est née à Détroit, le rap est né dans les quartiers de New York, notamment le Bronx, la house music est née à Chicago. Les courants musicaux, hein, la naissance des courants musicaux, elle est souvent localement située, le fait de territoire. Et moi, l'exemple que je vais prendre, j'aurais pu prendre l'exemple du jazz, de la techno, etc. Je vais vous prendre l'exemple du trip-hop. Le trip-hop, c'est une musique, un courant musical, hein, qui est aujourd'hui reconnu comme tel. C'est une musique électronique, qui repose sur des sons électroniques. Une musique assez lente, avec des basses souvent profondes. C'est très inspiré par ce qu'on appelle le dub jamaïcain, et vous verrez que ce n'est pas un hasard. Et on utilise des boîtes à rythme, des rythmiques qui sont proches du hip-hop, et notamment, on utilise également des échantillons, des boucles musicales, on fait du sampling, comme on le fait dans le domaine du hip-hop, et on vient rajouter là-dessus, sur cette électronique, sur ces rythmes très marqués par le hip-hop, des voix qui, elles, viennent plutôt de la soul music. Je vais vous faire écouter un petit extrait très rapidement pour que tout le monde voit un petit peu de quelle musique il s'agit, avec l'extrait d'un morceau de Massive Attack étant un des groupes phares du trip-hop. Bien, je coupe, désolé pour les fans de Massive Attack, c'était pour nous mettre un petit peu dans l'ambiance. Alors, je prends le cas du trip-hop parce que c'est un courant musical qui naît dans la première moitié des années 90, et il a deux caractéristiques. D'abord, il naît à Bristol, dans une ville britannique, anglaise de taille moyenne, 400-500 000 habitants. Et donc, on peut se demander, mais pourquoi Bristol? En quoi le territoire a été un terreau propice au développement d'un nouveau courant musical? Et c'est un courant qui, au départ, est assez déviant, assez marginal, et qui va beaucoup, beaucoup, beaucoup inspirer des artistes dans les années 90, des artistes comme Björk, comme David Bowie, qui en 1996 va publier Earthling, qui est un album très marqué par le trip-hop et un de ses dérivés, qui est la jungle. Radiohead, Gorillaz, ce sont des groupes qui ont été très, très largement inspirés. Vous voyez, la déviance est devenue normale à un moment donné. Ce mouvement très marginal, il a inspiré des artistes beaucoup plus mainstream. Bien. Et donc, ce courant, il s'est imposé, il a permis à certains groupes de Bristol de devenir des, des, euh, des artistes reconnus au niveau critique, mais aussi au niveau commercial. Et c'est un courant qui va être beaucoup, beaucoup utilisé au cinéma, à la radio et dans la publicité, parce que le trip-hop va incarner pardon, une espèce de modernité un peu branchée. On le retrouve, par exemple, on retrouve dans la publicité pour le parfum Champs-Élysées de Guerlain, on retrouve un des morceaux les plus connus du trip-hop, le morceau d'un groupe qui s'appelle Portishead. Portishead étant le nom d'une commune qui est toute proche de Bristol. Et vous allez voir que là, on n'est plus du tout dans la déviance. Est-ce qu'il y a un meilleur exemple pour montrer que voilà, l'innovation, c'est ça, c'est quelque chose qui est déviant, qui devient normal, légitime. Qu'est-ce qui fait des gens qui n'ont pas de moyens, qui cherchent à survivre, vont finalement développer une musique nouvelle qui va finalement se voir réappropriée, hein, et notamment par les publicitaires. Et donc, ce mouvement, le trip-hop, il naît à Bristol. euh, et donc, oui, pour des gens qui travaillent sur les questions du management de l'innovation, on voit bien que la question du territoire, elle est très importante. D'ailleurs, cette question du territoire, elle intéresse beaucoup, beaucoup de gens, les chefs d'entreprise, mais aussi les États, hein, toutes les politiques autour des pôles de compétitivité, les clusters.
cluster au sens premier du terme, tous ces dispositifs qui sont censés s'appuyer sur le territoire pour générer de l'innovation. Hein, qu'est-ce qui fait qu'un territoire génère de l'innovation? Eh bien, je pense qu'il y a beaucoup de leçons à tirer de l'histoire de l'industrie musicale, parce que les courants musicaux, ils sont nés dans certains territoires, et le trip-hop est né à Bristol. Et donc, la question qu'on peut se poser, c'est mais finalement, qu'est-ce qui a fait que ce courant est né dans une ville comme ça de taille moyenne? Et quand vous interrogez, quand vous essayez de creuser cette question-là, d'abord, vous vous rendez compte que à Bristol, vous avez une forte population de migrants issus des Antilles britanniques qui forment une communauté très importante au Royaume-Uni et notamment à Bristol. Vous avez une population d'origine jamaïcaine, hein, qui vit notamment dans le quartier de Saint-Paul, souvent dans des conditions précaires d'extrême pauvreté, hein. Certains parlent du ghetto de Saint-Paul. Et au début des années 90, hein, cette ville et notamment cette population d'origine jamaïcaine, elle est dans une situation économique extrêmement rude, délicate. La communauté des Antillais, elle est fortement touchée par le sous-emploi, hein. Vous avez presque un quart des gens d'origine antillaise à Bristol qui n'ont pas de travail. Et donc, pour tromper un peu l'ennui, la jeunesse d'origine jamaïcaine va réactiver en fait une coutume jamaïcaine, qui est celle des sound systems. Alors, les sound systems, ce sont des événements festifs, hein, qui sont nés dans les années 40 à la Jamaïque, à une époque où la jeunesse déjà pauvre avait pris cette habitude de se réunir dehors, d'imaginer des événements festifs dans la rue. Et on a des DJ, hein, donc des gens qui passaient des disques pour faire danser la foule et qui mixaient les disques grâce à du matériel mobile. Et ces fêtes-là, hein, elles sont vraiment un des piliers de la culture jamaïcaine. C'est apparu dans les ghettos de Kingston à la fin des années 40, une population qui ne pouvait pas fréquenter les salles de spectacle, les clubs et qui pouvait encore moins acheter des disques. Et en fait, cette culture-là, eh bien, les gens qui sont arrivés en Grande-Bretagne, notamment à Bristol, bah, vont l'apporter. Et c'est une coutume qui est toujours très, très vive, hein, dans les années 60, 70 en Jamaïque. C'est comme ça qu'est née d'ailleurs la figure du DJ. Et donc, au début des années 90, vous avez des membres du ghetto de Bristol, de Saint-Paul, pardon, qui vont réactiver un petit peu cette coutume et qui vont commencer à installer des sound systems dans la rue. Vous avez quelques images. Ça ne fait pas plaisir aux habitants, ça ne fait pas plaisir aux commerçants, ça ne fait pas plaisir à la police. Ces gens-là sont souvent réprimandés, on les oblige d'arrêter, le matériel est souvent confisqué. Mais ces sound systems, ils vont réunir en fait tout un tas de jeunes musiciens, rappeurs, danseurs, street artistes, qui vont commencer à se réunir comme ça dans la rue, dans certains quartiers, dans des zones un petit peu désertées, dans des zones industrielles abandonnées. Et très progressivement, vous avez des figures de proue qui vont commencer à émerger, des gens qui vont plus tard fonder des groupes, hein, Massive Attack, Portichet, mais on est au-delà de la musique, hein. Le street artist Banksy, hein, que j'évoquais il y a 3 semaines, a commencé à évoluer dans ces sound systems, hein, à évoluer dans ce milieu-là. Là, on est vraiment dans la déviance. Et progressivement, ces sound systems de Bristol, ils vont commencer à se faire connaître. Alors, il se trouve que Bristol, c'est aussi une ville étudiante. Et donc, progressivement, les patrons de bars vont commencer à embaucher quelques DJ, quelques collectifs qui commencent à émerger et vont leur proposer d'organiser des soirées, des fêtes étudiantes, des cafés-concerts. Et puis, très progressivement, ça va susciter l'intérêt de professionnels de la musique. Et notamment, ça va arriver aux oreilles de producteurs londoniens qui vont se dire, bah, il se passe des choses à Bristol, allons voir les manifestations dans la rue, allons voir ce qui se passe dans les clubs, allons voir ce qui se passe dans l'underground. Et progressivement, comme ça, on a des producteurs londoniens, qui vont commencer à signer en fait des artistes qui commencent à avoir une certaine forme de réputation, hein, dans les clubs, dans les boîtes et dans les sound systems de Bristol. Et c'est ainsi que on va commencer à voir, hein, ceux qui plus tard, hein, vont faire carrière dans la musique, mais ou alors dans des activités de production ou dans le graffiti, hein, dans ces collectifs, hein, le principal collectif s'appelait The Wild Bunch, hein, qui est un sound system, voilà, qui a fini par s'imposer à Bristol. Et quand vous regardez
toutes les stars du trip-hop, ou tous les gens qui ont gravité dans le monde du trip-hop, ou tous les gens qui étaient à la périphérie dans le domaine du graffiti, etc., à un moment donné, ils ont fréquenté le Wild Bunch, ils ont été en connexion, en relation avec les acteurs qui géraient finalement ce collectif. De ce collectif vont sortir donc les deux groupes phares du trip-hop, que sont Massive Attack, c'était mon premier extrait, mais également le groupe Portiched, dont la musique avait été reprise par le groupe Guerlain. Et donc, vous voyez, cet exemple-là de l'émergence d'un courant musical qui arrive à innover, qui arrive à produire une musique qui n'existait pas et qui aujourd'hui est reconnu comme un courant musical à part entière, qui continue à inspirer avec encore des ramifications, eh bien, il est intéressant parce qu'il permet de bien cerner finalement les conditions pour qu'un territoire génère de l'innovation. Et si vous mettez en relation toute la littérature très riche en management sur les territoires innovants et ce cas du trip-hop, bah, vous voyez qu'il y a une connexion très étroite. Les conditions qui ont fait que le trip-hop s'est développé à Bristol, eh bien, ce sont aussi les conditions qui font qu'un territoire arrive à innover dans tel ou tel domaine de spécialité. Une aire géographique restreinte. Finalement, un territoire assez restreint, ça a un intérêt, c'est que les mises en relation sont plus faciles. On se connaît, on s'est déjà vu. Oui. N'oublions pas que la Silicon Valley, c'est à peu près 80 km de long sur 20 km de large. C'est finalement assez restreint. Une aire géographique restreinte, la ville de Bristol et ses quartiers environnants. Une assise culturelle très forte. Vous voyez, on sent bien que la dimension culturelle, elle est très forte chez les gens de chez Bristol. On partage les codes, des valeurs, on partage des coutumes, et ça va très loin. Ça puise dans la culture jamaïcaine qui se forge dès les années 40. Donc, il y a une assise culturelle qui est très forte, qui va jouer un rôle important parce que ça va générer de la confiance et ça va générer le partage finalement de manières de faire, de valeurs, mais aussi des lieux de socialisation. Vous voyez. Pour qu'un territoire innove, il faut aussi qu'on ait des lieux où les gens se rencontrent, échangent, se prêtent du matériel, s'imitent, se copient, s'influencent. Et là, typiquement, le sound system, c'est un très très bel exemple de lieu de socialisation. Lieu où on va avoir des expérimentations. Alors, je vous ai fait un résumé très très vite, mais entre les débuts de Massive Attack au sein du Wild Bunch et la sortie de leur premier album, il y a quasiment 10 ans. Le trip-hop, c'est 7-8 ans d'expérimentation menée dans l'underground de Bristol, dans des lieux de socialisation qui sont au départ très éloignés de la logique marchande. Mais ces lieux de socialisation, progressivement, permettent de faire naître des projets. Le projet Portiched, le projet Massive Attack sont nés dans ces espaces de socialisation. Ils vont pouvoir se développer grâce à des facilitateurs, conditions suivantes, les patrons de bars, les patrons de discothèques, les organisateurs de soirées étudiantes, tous ces gens-là sont des facilitateurs qui offrent les premiers contrats, qui offrent de l'argent. Et grâce à ces premières ressources que l'on collecte, on est renforcé dans l'idée qu'on a quelque chose qui vaut la peine d'être maintenu, d'être continué. Et puis, on a des premières ressources, donc on achète du matériel, donc on se perfectionne, donc on apprend encore. Donc, vous voyez, la présence des facilitateurs dans les territoires innovants, ce sont les pépinières, les incubateurs, les labs d'innovation. Eh bien, ici, dans l'industrie musicale à Bristol, eh bien, ce sont tous ces lieux, bars, soirées étudiantes, etc. Ces gens qui ont facilité la naissance et le développement de projets. Et puis, une aventure collective qui repose sur un territoire. Il y a de la confiance, il y a une assise culturelle, mais il y a aussi de la compétition. Il y a aussi beaucoup d'émulation. Il ne faut pas se tromper. Tous les gens qui ont participé au Sound System, au Wild Bunch, tous les gens qui ont expérimenté n'ont pas fini par faire carrière dans la musique et n'ont pas créé des groupes à succès. Quand on évolue dans des lieux de socialisation comme les sound systems, on est dans des logiques de coopétition. On coopère, on s'influence, on s'imite, on se prête du matériel, on se donne des conseils, on se donne des adresses, mais on est en compétition pour obtenir un soutien, un cachet, pour pouvoir organiser un concert, pour pouvoir signer avec une maison de disques. Et c'est ce mélange de coopération et de compétition qui donne l'émulation nécessaire, le dynamisme nécessaire pour que le territoire finalement finissent par produire de l'innovation. Donc, vous voyez, les projets d'innovation sont aussi affaires de territoire.
hein, parce que les porteurs de projets, notamment quand ils ne sont pas dans des organisations, mais quand ils sont plutôt des entrepreneurs, ont besoin de soutien, de conseils, etc. Ces territoires, pour qu'ils génèrent de l'innovation, il faut un certain nombre de conditions que l'on retrouve bien, me semble-t-il, dans ce cas du trip-hop. Et il nous reste 5 minutes, peut-être un peu plus pour les plus courageux. Donc n'hésitez pas, questions, réponses. Je vais du coup peut-être quitter mon écran pour pouvoir vous retrouver. Il y a quelques Voilà. questions, si vous voulez les prendre directement, les 3 dernières. Alors, on va... OK. Est-ce que le principe de la sérendipité qui permet de se mettre dans l'accueil... Alors, Nicolas, la sérendipité, notion incontournable, extrêmement importante quand on s'intéresse à l'innovation. Ça m'emmènerait très loin, Nicolas. Je pense qu'on va parler de sérendipité la prochaine fois. La sérendipité, c'est l'art de trouver quelque chose qu'on ne cherchait pas, si vous voulez, pour faire simple, hein. Et donc, bien entendu, votre remarque, Nicolas, elle aurait pu être d'ailleurs faite lors de mon premier, lors de mon premier exemple. Il y a beaucoup il y a beaucoup de surprises, il y a beaucoup de hasard dans les projets d'innovation. Après, il faut être capable de rebondir sur les hasards. Quand on découvre quelque chose qu'on n'avait pas prévu, l'enjeu, c'est d'en percevoir l'intérêt et d'accepter de réorienter le projet. C'est ça qui est compliqué dans la sérendipité. Mais effectivement, il y a de la sérendipité. Euh, Si je fais le lien avec Bristol, bien entendu que tous les gens qui ont participé au Sound System, au Wall Bunch, ouais, n'avaient pas une vision, n'étaient pas dans le calcul, n'étaient pas dans la planification. Il y a eu beaucoup de hasards, de rencontres, de choses qui n'étaient pas prévues. Il y a beaucoup de sérendipité. Par rapport au thème du lieu, me dit Olivier, le son de Manchester, le son de Détroit, ouais. Est-ce que cela est remplacé par le territoire virtuel de l'Internet? Est-ce que l'on retrouve la même cohésion sociale et culturelle? L'aventure collectiviste existe-t-elle encore? Va- Vaste question, Olivier. Je sens derrière la question d'Olivier le, le fan de musique, hein, puisqu'il me parle du son de Manchester, etc. Oui, bah, c'est vrai que le son, il vient du fait qu'on s'imite, on se compare, on s'échange du matériel, on apprend les uns des autres. Donc, évidemment, le territoire, il contribue à finalement créer une spécialité. Et que cette spécialité, elle rejaillit sans doute dans les manières de composer, de produire, d'enregistrer de la musique, hein, tout comme il y avait un son de la Motown. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de coopérations virtuelles qui ne reposent plus complètement sur le territoire. On les avait abordées avec Kendrick Lamar notamment. Est-ce que finalement, on risque pas d'aller vers quelque part certaines formes d'uniformisation, avec cet ancrage de moins en moins fort sur un territoire? C'est une très très bonne question, Olivier. Je pense que l'avenir nous le dira. Mais effectivement, le territoire est de moins en moins vu comme une condition nécessaire au développement du projet, mais ça a sans doute un impact sur le résultat, sur la création elle-même. L'industrie du disque n'est arrivée qu'après une certaine structuration de risque à travers le collectif. Edith, alors je ne suis pas sûr de bien comprendre votre question, Edith. Vous voulez parler de Bristol? En tout cas, l'industrie, elle n'arrive. Je ne sais pas, je croyais que Edith voulait Oui, dire. non, Oui. non, je voulais. Allez-y, je vous en prie. Mais effectivement, on a le sentiment dans ce que vous nous avez raconté que Ah oui, oui. l'industrie du disque n'arrive vraiment qu'après, une fois les collectifs ayant structuré un petit peu toute cette créativité qui était très Absolument. libre. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a d'abord des acteurs qui sont vraiment se situent dans une logique non marchande. La plupart des gens qui participent au sound system, c'est pour faire la fête, c'est pour s'amuser, se divertir. On n'est pas dans... Et la logique marchande, elle arrive très, très progressivement avec les lieux de socialisation, avec les boîtes, les concerts, etc. Il y a déjà une logique marchande qui commence à arriver puisque des membres du sound system prennent conscience qu'ils peuvent gagner déjà de l'argent. Et puis l'industrie marchande, elle arrive complètement quand les maisons de disques évidemment, vont prendre conscience du potentiel et vont essayer d'en profiter. Et c'est bien des années plus tard. Et effectivement, absolument d'accord avec vous, Edith. Tom York disait en préparation de Kid A, Melody is dead, Rhythm is king. Oui, bah, oui, peut-être. Alors, Edith, c'est toujours Edith. C'est possible, mais je pense que c'était un petit peu l'idée vers laquelle je voulais aller quand on a abordé les manières nouvelles de faire de la musique, quand on a vu il y a 3 semaines, comme C'était dans en le 2000.
Kida, c'était en 2000, donc c'était intéressant. C'est un peu la fin et la transition du trip-hop sur l'après. Ouais, ouais. Mais en fait, vous voyez, Edith, je ne sais pas si vous m'avez écouté il y a 3 semaines, mais aujourd'hui, dans le hip-hop et dans le R&B, entre guillemets commercial, mais je mets des guillemets parce que je veux pas que ça soit péjoratif, mais on commence souvent par travailler sur le rythme et sur la base musicale avant de trouver la mélodie. Oui, la mélodie, chantée, elle arrive bien après. Donc effectivement, il y a ce genre. Mais encore une fois, les manières de fabriquer ont une incidence sur le résultat. Le reste, on avait déjà répondu. Ah, On très est bien. arrivé là. On peut prendre Donc, on peut-être est... 3 minutes. Hein. Donc, on a fini à l'heure. On a rempli le Ouais, on a contrat. fini à l'heure. Mais On peut regarder, mais je vais quand même conclure pour ceux qui veulent nous laisser, puisqu'ils ont des obligations. ouais, bien sûr. Comme vous avez dit, donc c'est enregistré, il y a des replays, il y a eu le replay de la première partie, mais pour des raisons de droit, on ne reproduit pas le son. Donc pour vivre l'expérience, voilà, vous avez bien fait d'être là et je vous retrouve, et vous tous, c'est encore plus nombreux. Donc du coup, c'est dans 3 semaines pour la dernière partie sur les initiatives individuelles. Absolument. Donc, à nouveau, un voyage dans le temps et l'espace. Et on va croiser au hasard Kate Bush, Katy Perry, on va croiser Taylor Taylor Swift, Swift. on va croiser des gens de différentes époques. Et on sera vraiment. On va croiser Miles Davis aussi, vous voyez, on sera même dans les années 50. Et on verra, voilà, on descendra au niveau des acteurs qui sont à l'origine des idées. Voilà. Bah, merci beaucoup. Et s'il y a des questions en plus, et sinon, je vous retrouve dans 3 semaines. Merci beaucoup. Dans 3 semaines, ça sera un plaisir. Hein. C'était un plaisir d'échanger avec vous. Ça sera, à n'en pas douter, à nouveau dans 3 semaines. Même jour, même heure. C'est À ça, bientôt. exactement. Merci.